C'est l'histoire du fruit le plus consommé au monde. « 2 millions chaque minute. Une histoire qui commence sous les tropiques, au Costa Rica, l'un des plus gros exportateurs de bananes au monde. Laver, nettoyer, calibrer, trier, peser, étiqueter, emballer. Le début d'un long voyage. En moins de 3 semaines, elle va parcourir plus de 8000 km, jusqu'en France. Très fragile, la banane doit arriver sans défaut et d'un jaune éclatant, car elle vaut de l'or. Le monde entier est accro à la banane, et ça ne date pas d'hier. Tout le monde en mange, ou presque. C'est le fruit tropical le moins cher. Chaque Français engloutit près de 9 kilos de bananes par an. Pour alimenter cet appétit vorace, beaucoup de marketing. Et chaque seconde, plus de 3 tonnes de bananes récoltées dans le monde. Pour une bonne raison. Elle est saine, énergétique, c'est bien connu, c'est ce que l'on nous répète depuis notre tendre enfance. Elle regorge de vitamines et de nutriments en tout genre. Contrairement aux idées reçues, elle ne fait pas grossir. Elle facilite même la récupération des sportifs. La banane, j'aime bien, ça donne des forces. C'est bon pour la santé. Du potassium, plein d'énergie, c'est parfait. Hein? Plus on en mange, mieux c'est. Surtout pour ceux qui en vendent. Elle rapporte gros. C'est un marché de 7 milliards d'euros annuels qui affole la planète boursière. Nous avons remonté le chemin de la banane. Dans les coulisses se joue une guerre commerciale impitoyable pour le contrôle de ce fruit tropical milliardaire. Avec des conséquences désastreuses dans les plantations. Ils m'ont tabassé et je me suis retrouvé à l'hôpital. Les plantations sont inondées de produits chimiques, des agrotoxiques. Des régions entières gravement menacées. Voilà le résultat des produits chimiques qu'ils épandent par avion. L'entreprise dit que ce n'est pas de sa faute. Un marché ultra compétitif que se disputent une poignée de multinationales américaines historiques et de nouveaux investisseurs à la réputation douteuse. On leur a reproché d'avoir de l'argent de la mafia. Je ne sais pas vraiment quelle est la source de ces rumeurs. Cette histoire, c'est celle des nouveaux rois de la banane, qui osent tout pour la rendre toujours plus rentable. Vendre toujours plus de bananes, c'est la spécialité des Riquello. Voilà, c'est correct. À 52 ans, c'est le PDG France de Del Monte, l'une des 3 multinationales américaines de la banane, qui détiennent la moitié du marché mondial. Son défi est écoulé en Europe plus de 27 000 tonnes de bananes cette année. Très fermé, c'est la première fois que Del Monte accepte une caméra dans ses mûrisseries. Son PDG veut nous montrer leur dernière innovation. La banane snack, en provenance directe du Costa Rica. Ça, c'est les snacks. Ça, c'est prêt à partir. Une banane qui se conserve plusieurs jours sans noircir, grâce à un sachet micro-perforé. Le produit, il est quand même dans une condition où on voit, il y a de l'humidité, le produit ne se déshydrate pas. Donc ça, ils vont la recevoir demain, elle va être à peu près dans cette coloration ici. Et là, ils ont 10 à 12 jours devant vous. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres bananes, c'est impossible.
Un produit miracle, déjà en vente dans les stations-service, les supérettes, près des caisses, juste à côté des bonbons et des barres chocolatées. Quel est le secret de cette banane qui ne mûrit pas? Le PDG de Del Monte nous a donné rendez-vous au Salon de l'Agriculture. Avec ses 600 000 visiteurs, autant de consommateurs potentiels, c'est une occasion à ne pas manquer pour la marque. Pour cette opération séduction, l'entreprise américaine a sorti son nouveau camion fruitier. C'est là que nous retrouvons Eric Hello dans une tenue inhabituelle. Rien n'est trop beau pour vendre de la banane. Vous voulez un peu de glace que je mélange avec pour faire plus frais? C'est parti. Chez Del Monte, un PDG doit aussi savoir faire des jus de fruits. C'est le meilleur moyen d'abord de connaître sa clientèle, de pouvoir la tester, et puis de tester ses produits, et de voir exactement ce qui se vend pas, ce qui plaît pas. Et regardez, c'est crémeux. Et en tête de gondole, bien sûr, la toute nouvelle banane snack. Là, le détaillant, il n'a plus qu'à mettre le prix ici. Donc ça permet de vendre des fruits, là où normalement on n'en vendait pas. Beaucoup plus cher aussi, 90 centimes pièce. Presque une banane, pour le prix de 5. C'est aussi un bon moyen pour la vendre plus cher, parce que finalement c'est quasiment le prix du kilo. Non, forcément, vous savez, c'est surtout des outils marketing. Hein. Ça nous permet, si vous voulez, d'aller vers le consommateur et de l'inciter à autre chose. On ne cherche pas non plus, si vous voulez, à avoir grosse profitabilité. C'est que de la banane, hein, attention. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. Hein. On en est fiers, hein. Oui, oui. Enfin, et encore, on est qu'au début de l'histoire. Hein. Une belle histoire, du marketing réussi. Pendant plusieurs mois, nous avons demandé à Del Monte de pouvoir visiter ses plantations. Ces bananes snacks sont cultivées au Costa Rica. Refus systématique. Ça nous a intrigués, alors nous avons décidé d'y aller quand même, sans leur autorisation. C'est là que commence la véritable histoire de la banane. Sous les tropiques, à des milliers de kilomètres de la France, au Costa Rica, le 3e exportateur mondial de bananes. De San José, la capitale, il faut prendre la direction de Sixaola, tout au sud du pays, à la frontière avec le Panama. « 300 km à travers la forêt vierge pour arriver au cœur de l'Amérique centrale, là où se trouvent les grandes plantations de bananes, dont celle de Del Monte. L'entreprise l'annonce fièrement. Ici règne la paix, le respect et la compréhension mutuelle. Est-ce vraiment le cas ? Les plantations sont immenses, grandes de plusieurs centaines d'hectares. Il est facile d'y pénétrer sans être aperçu et d'y croiser des travailleurs. Et voici l'envers du décor. Les employés ne s'arrêtent jamais ou presque. Payés au rendement, ils courent, avec sur le dos un régime de bananes qui peut peser jusqu'à 80 kg. Sous le couvert des bananiers, il fait 40 degrés, l'humidité est étouffante. Le terrain est infesté de serpents et d'araignées mortelles. Une fois accrochés sur un câble, les coupeurs tirent eux-mêmes les régimes, parfois sur plusieurs kilomètres. C'est très dur, parce qu'il faut qu'on aille très vite. Et pourquoi vous courez comme ça ? Parce que sinon, on n'arrive pas à gagner assez. C'est pour ça qu'on n'arrête pas. On vous paye en fonction du nombre de régimes. Ouais, on arrive à en récolter 200 à 250 par jour, parfois même 300. On doit faire trop d'heures de travail. On finit tard, vraiment tard. Avec Del Monte, ça se termine toujours à la nuit. Dans d'autres entreprises, ils arrivent à finir plus tôt. Franchement, c'est des conditions difficiles.
On commence à 5 h du matin jusqu'à 5 h du soir. 12 heures d'affilée. Ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est très dur. Bon, désolé, faut que je continue. Ils travaillent 6 jours sur 7 et gagnent moins de 250 € par mois. Juste de quoi nourrir leur famille. Avec une banane snack vendue presque 1 € pièce, chaque régime vaut désormais entre 60 et 100 €. La banane est devenue un fruit très rentable. Pour chaque équipe de travailleurs, il y a 2 contremaîtres chargés de surveiller la coupe. Ceux-là viennent d'arriver sur les lieux. Ils vont signaler notre présence. Des conditions de travail dignes d'un bagne tropical à ciel ouvert pour un salaire de misère. Une réalité que l'entreprise Del Monte n'a visiblement pas envie de dévoiler. Après 2 heures passées dans la plantation, nous sommes rejoints par la police. Et toi, éteins ta caméra. À droite, en bleu, le chef de la sécurité de Del Monte. Nous devons quitter la plantation, immédiatement. On a un problème en ce moment avec un groupe de syndicalistes qui sont en conflit avec l'entreprise. L'entreprise a un gros problème avec une grève et c'est pour ça qu'ils sont tendus. Pour cette fois-ci, nous repartons libres. Mais il nous est formellement interdit de retourner dans la plantation, sous peine d'arrestation. Pourquoi la région est-elle autant surveillée? Pourquoi une simple grève inquiète autant l'entreprise Del Monte? Ici, la banane fait vivre plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et leurs familles. Ils vivent au milieu des plantations et des usines d'emballage. Logés par les multinationales américaines qui les emploient, comme Del Monte, Chiquita et Dolly. Elles dictent les conditions de travail et font en sorte que le balai des régimes de bananes à destination du monde entier ne s'arrête jamais. Elles ont gagné un surnom, les bananes dollars. Dans cette région reculée du Costa Rica, Aquiles Rivera, 68 ans, est l'un des rares à oser dénoncer la toute-puissance des entreprises bananières. C'est lui qui est à l'origine de la grève contre Del Monte. J'ai été tabassé à plusieurs reprises par leurs hommes de main, au point que j'ai dû aller à l'hôpital à cause des coups que j'avais reçus. Regardez dans le fossé, c'était ma voiture. Ils l'ont brûlée. Des hommes envoyés par Del Monte. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. J'ai été menacé. On ne sait jamais ici quand ils vont vous tomber dessus. Ce que je sais, c'est qu'on s'attaque aux intérêts des grandes multinationales. Et ça ne leur plaît pas. Parce qu'ils sont habitués à exploiter les travailleurs sans que personne ne dise rien, comme il y a un siècle. Et c'est précisément cela que Del Monte ne veut pas montrer. Début 2015, 150 employés se mettent en grève. L'entreprise vient d'imposer de nouveaux rendements. Ils vont devoir travailler davantage avec un salaire inchangé. C'est la goutte de trop, ils bloquent la production de bananes. La réplique de Del Monte est cinglante. Tous les grévistes sont licenciés. Un mouvement de solidarité s'organise, mais Del Monte refuse de négocier. Les travailleurs en grève dénoncent les licenciements abusifs et les conditions de travail déplorables. Un an plus tard, les grévistes licenciés n'ont toujours rien obtenu. Aquiles est l'un des seuls à leur venir en aide. Ils vivent dans un camp de fortune, ils n'ont plus aucun revenu. On fait des collectes pour arriver à réunir un peu de nourriture. Pour cette fois, ça ne résoudra que la situation d'aujourd'hui, malheureusement. C'est vraiment injuste. S'il n'y avait que des adultes qui souffraient, mais regardez, il y a aussi plein d'enfants.
Les grévistes sont majoritairement des indigènes costariciens. Avec leurs familles, ils sont plus de 1000 aujourd'hui à supporter la faim, sans espoir d'être un jour réintégrés chez Del Monte. Pour se nourrir, ils mangent des bananes vertes et des racines de manioc. Une centaine d'enfants n'ont rien d'autre à manger. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 15 jours, il y a de la viande, grâce à la collecte organisée par Aquiles. À ses côtés, pour tenir bon face à Del Monte, il y a Domingo, 68 ans, licencié comme les autres, du jour au lendemain, après une vie passée à couper des bananes. Ces maisons, dans lesquelles vivaient les grévistes, appartenaient à Del Monte. L'entreprise les a détruites pour les contraindre à partir. Ces travailleurs payent très cher leur acte de résistance, parce que leur santé aussi est en danger. C'est ce que Domingo veut nous montrer. Ces hommes ont tous des problèmes de peau. On pense que c'est à cause des produits chimiques. Moi, ça me pique. Ça a commencé à apparaître dès que j'ai commencé à travailler dans la plantation. Mais l'entreprise m'a dit que c'était mon problème. Mais comment c'est possible? Avant de travailler pour eux, j'avais pas ça, moi. Alors lui, il est coupeur de bananes et il a aussi des problèmes de peau. Regardez, c'est toujours sur les bras. Lui, d'ailleurs, ce sont les deux bras. C'est à cause des produits chimiques auxquels il est exposé. Surtout à cause de l'avion qui passe les produits. Et l'entreprise dit qu'elle n'est pas responsable. Ils disent que les travailleurs ne sont pas en danger. Mais pourquoi ils ont toutes ces maladies alors? Quels sont ces produits chimiques épandus dans les plantations? Pourquoi autant de travailleurs sont affectés? À l'aube, comme tous les matins, c'est l'heure des épandages de pesticides. La culture de la banane est délicate, le fruit très fragile. Pour le produire en quantité, il faut énormément d'agrotoxiques. Nous décidons de pénétrer de nouveau à l'intérieur des plantations de Del Monte. Domingo les connaît par cœur, il a accepté de nous guider. L'entreprise a l'obligation de prévenir ses employés pour qu'ils sortent au moment des épandages. Ils s'en fichent qu'il y ait des travailleurs dans les zones d'épandage. Eux, ils appellent ça des négligences. Lui vient tout juste de sortir d'une zone interdite. Visiblement, personne ne l'avait prévenu. De toute façon, les épandages sont tous sauf précis. En fonction de la brise, les travailleurs, même s'ils ne sont pas dans la zone d'épandage, sont aussi aspergés par les produits chimiques. Tout dépend du vent en fait. Regardez ces feuilles. Ici, il ne devrait pas y en avoir normalement. L'odeur des agrotoxiques ici brûle le nez et la gorge, pique les bras et le visage. Les épandages sont massifs, mal maîtrisés, les canaux d'irrigation contaminés. En plus, ils mettent un herbicide très puissant, direct dans les fossés. Du glyphosate. C'est très toxique. Ça tue toute la végétation. L'eau s'écoule mieux, mais ça a aussi tué tous les poissons et les petits crustacés. Il y en avait plein avant. C'est un poison très toxique. Ça contamine tout. Quant aux travailleurs qui manipulent ces produits chimiques, ils ne sont pas du tout protégés. Lui est chargé d'emballer chaque régime de banane avec un sac plastique imbibé d'un pesticide très toxique. C'est indiqué sur l'emballage. Le produit est mortel en cas de contact prolongé ou d'ingestion. L'odeur est forte, non?
Et encore, le pire c'est vers midi. Avec la chaleur qu'il fait là, ça sent encore plus fort. Ça me donne même des maux de tête. Mais là maintenant, l'odeur est encore supportable parce qu'il est encore tôt. Et vous avez aussi des problèmes de peau? Oui, tout le corps me pique, me gratte, partout. C'est comme une allergie. Mais ça, l'entreprise s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est combien elle gagne grâce à notre travail. Des travailleurs contaminés par les produits chimiques, omniprésents dans les plantations. Quelle est la situation dans les usines d'emballage? Nous décidons de nous rendre dans l'une d'entre elles. Elle travaille pour Del Monte. Notre présence n'a pas encore été signalée. On nous laisse filmer. Les bananes sont lavées, aspergées d'insecticides, découpées, puis plongées dans des bains de fongicides pour les protéger des champignons et éviter qu'elles ne pourrissent durant leur voyage vers les supermarchés. Ici aussi, les rythmes sont épuisants. On emballe 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Là encore pour moins de 250 € par mois. Tout près sont entreposés les produits chimiques. Mais nous ne sommes pas autorisés à les filmer et très vite nous sommes repérés. Chef, ils veulent voir la liste des produits chimiques. C'est confidentiel, je suis désolé. Cette liste, c'est un peu notre recette secrète, vous savez. Pas de recette, mais pour les ingrédients, on a l'embarras du choix. Insecticides, fongicides, nématicides, tous extrêmement dangereux, toxiques pour l'homme et pour l'environnement. L'entreprise utilisait jusqu'à récemment des produits interdits dans l'Union européenne, comme le four à dents, jugé trop dangereux pour la santé humaine. C'est grâce à ça qu'on a une belle banane. La banane est vraiment plus belle? C'est sûr, c'est de la super qualité. C'est le prix à payer pour obtenir un beau fruit, en quantité. Pour garantir un approvisionnement ininterrompu de bananes, le Costa Rica est devenu l'un des plus grands utilisateurs d'agrotoxiques au monde. L'industrie de la banane utiliserait plus de 40 kg de pesticides par hectare et par an. 20 fois plus que la limite moyenne en Europe. Nous avons sollicité l'entreprise Del Monte au Costa Rica, à de très nombreuses reprises, mais sans jamais avoir de réponse. Nous avons voulu savoir comment l'entreprise Del Monte allait justifier cette situation. Son PDG a accepté une nouvelle interview, mais à condition que nous respections les questions définies à l'avance par la communication de l'entreprise. Nous avons apporté des témoignages écrits d'employés victimes d'épandage de pesticides. Et nous, on a été un petit peu surpris parce qu'on s'est rendu dans vos plantations au Costa Rica et la réalité, elle ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait de la banane ici en France. On a vu des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement dures avec des salaires très bas. Concrètement, là-dessus, on a été très surpris. Je vais arrêter tout de suite parce que ça, si vous voulez, ce sont des questions qui ne concernent pas Del Monte France. Voilà, ça concerne peut-être le Del Monte dans sa globalité, mais je n'ai pas les éléments pour pouvoir vous répondre. Par exemple... D'ailleurs, je vous dirais que ce n'était pas du tout le sujet, l'objet et le sujet de votre reportage. Non, mais on veut savoir exactement ce qu'il en est de cette banane. Moi, je ne peux pas vous répondre. On s'est rendu compte au Costa Rica qu'il y avait énormément de produits chimiques qui étaient déversés dans les plantations. Visiblement, ça ne pose pas de problème à Del Monte. Et on a vu, nous, des avions épandre des produits chimiques sur les routes, sur les plantations, et on a vu des gens travailler à l'intérieur qui visiblement n'avaient pas du tout été prévenus. Et cette lettre-là, elle prouve que... Je peux pas m'exprimer, je peux pas vous répondre là-dessus. C'est là-dessus où on est un peu étonné de voir que justement... m'en donner 10, je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus, monsieur.
Mais vous me dites que quand vous êtes allé au Costa Rica, vous n'avez pas du tout vu ça. Écoutez, je suis sain, bien portant. Je suis passé dans les plantations. J'ai été producteur de bananes moi-même. Quand je vais dans une plantation, je vais au fond de la plantation. Je n'ai pas constaté quoi que ce soit. Il y a quand même un décalage fort entre la manière dont la banane est présentée. Je ne suis pas capable ni habilité à vous répondre là-dessus, n'ayant pas les informations que vous me communiquez. Voilà, on va en rester là. Fin de non-recevoir. L'entreprise s'en lave les mains. Mais alors cette banane que l'on consomme tous les jours, présente-t-elle un risque pour notre santé? Les produits chimiques utilisés dans sa culture se retrouvent-ils dans le fruit? Et en quelle quantité? Nous déposons notre banane du Costa Rica dans un laboratoire français. Elle va subir plusieurs centaines de tests pour identifier les résidus de pesticides et évaluer sa toxicité. Quelques jours plus tard, nous avons soumis les résultats à un scientifique indépendant. François Laurent, le spécialiste français des résidus de pesticides dans les fruits. Et les résultats sont étonnants. Sur la banane du Costa Rica, il y a 3 fongicides qui sont retrouvés et tous sont nettement inférieurs aux limites maximales de résidus. Donc l'analyse montre que ces fruits ne sont pas contaminés. Il semble que le consommateur soit protégé et que les quantités de résidus qu'on peut trouver sur les bananes soient à des teneurs très faibles. Même arrosée de milliers de litres d'agrotoxiques, grâce à sa peau très épaisse, la banane ne présenterait aucun risque pour le consommateur. Ce serait donc cela, le secret de la banane. Immunisée contre les agrotoxiques, elle peut être produite en quantité astronomique tout en restant saine. Mais à quel prix? Le travailleur, il va être exposé à ce produit, il va se contaminer avec ce produit. Il va être exposé à des quantités beaucoup plus fortes que ce que vous retrouvez sur 1 kilo de banane. Parce que lui, ça peut être 10 000 fois supérieur. Les industriels ne peuvent pas l'ignorer. Puisque la banane reste saine, peu importe les conséquences sur les travailleurs. Grâce aux chimiques, ils peuvent en produire toujours davantage. Pour les multinationales, la banane, c'est le fruit parfait. Cela fait plus d'1 siècle qu'il en est ainsi, la culture massive de bananes. Tout un continent en dépend. Even building a railroad to haul bananas through this tropical country is a story in itself. Here's a team starting out to work. L'Amérique centrale s'est développée dès la fin du 19e siècle, grâce à l'industrie de la banane. The conveyor belt which carries the bananas from the dock to the ship even has canvas pockets to protect the fruit. An inspector watches each bunch as it comes aboard. If he thinks a bunch will ripen too soon, it is taken off and used. Son histoire est intimement liée à celle des grandes entreprises bananières américaines, Chiquita, Del Monte et Dolly. Surnommées les 3 sœurs, à elles seules, elles contrôlent le marché mondial, encore aujourd'hui. Ce sont elles qui ont donné naissance à l'expression République bananière, lorsque, dans les années 50, les multinationales de la banane s'associent avec la CIA pour renverser les régimes d'Amérique centrale. Aujourd'hui, au Costa Rica, ces mêmes entreprises continuent d'influencer le pouvoir. Grâce aux 3 sœurs, le pays est devenu le 3e exportateur mondial de bananes. C'est sa 2e richesse nationale après le tourisme. À San José, c'est toujours au Parlement que le pouvoir des 3 sœurs est le plus visible. Rien n'a changé en 100 ans. Tout est resté exactement pareil. Ce qui est terrible, c'est que les entreprises bananières ont une grosse influence sur les décisions qui sont prises ici. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des députés qui ont des intérêts directs dans la production de bananes. Liria Fayas est l'une des rares députées à dénoncer la mainmise des 3 sœurs sur le pays.
Le leader s'appelle Antonio Alvarez de Santi. Il est député, c'est un très gros producteur de bananes. Il dirige un lobby composé de 18 députés, très organisé. C'est le groupe le plus influent. Ce sont eux qui défendent les intérêts des grandes entreprises bananières, comme Del Monte et Chiquita. Qui est donc ce député que l'on dit si puissant ? Antonio Alvarez de Santi, très riche homme d'affaires, grâce à la banane. Il en exporte 90 000 tonnes par an. Et il n'a pas de problème avec le concept de député bananier. Vous êtes député et en même temps un très gros producteur de bananes. Comment vous conciliez ces deux activités ? C'est très simple. Tous les vendredis matins, je pars dans mes plantations, je reviens dans la capitale le soir. Et je fais cela tous les mois. Et vous n'avez pas peur du conflit d'intérêts ? Pas du tout. Si je pouvais faire passer une loi pour modifier le climat, qu'il pleuve moins et qu'il y ait encore plus de soleil, je le ferais sans hésiter. Mais il n'y a aucune discussion sur la banane en ce moment au Parlement. La banane, ce n'est pas le domaine du législatif. Cela ne l'a jamais été. Pourtant, sous la pression de ces groupes d'intérêts, ces 10 dernières années, le gouvernement a accepté de doubler la surface de ses plantations en grignotant sur des zones protégées. Un comble dans ce pays qui vend aux touristes du monde entier son image de paradis vert, son respect de l'environnement. Mais rien ne peut résister au lobby de la banane. Le business du petit fruit jaune ne s'est jamais aussi bien porté. Une bataille commerciale est en cours pour conquérir le marché européen et ses 500 millions de consommateurs. En 2012, l'Union européenne cède et ouvre ses portes aux multinationales américaines. Les bananes dollars, jusque-là lourdement taxées, vont venir concurrencer les bananes des Antilles et d'Afrique. Le lobby des Trois Sœurs a fini par payer. Le marché devient ultra compétitif. Depuis, dans les rayons des supermarchés français, les prix ne cessent de baisser. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, en apparence seulement. La première victime de cette guerre des prix, c'est la banane française, cultivée aux Antilles. Elle représente aujourd'hui 40% des ventes, une position difficile à conserver, car elle est beaucoup plus chère à produire que la banane dollar. Pour garder sa place dans les rayons, Philippe Ruel, le PDG de Fruits d'Or, est en train de tester un nouveau système de prix. La banane est vendue à la pièce, mais en bouquet. Et donc en bouquet de 3, en bouquet de 4. Voilà, donc par exemple, une banane donc 3, on voit le prix, 3 fruits, 1,20 €. Si on prend une banane, si on prend 4 fruits, eh ben c'est 1,60 €. Ça vous permet aussi la différence. De les vendre un peu plus cher et de... Alors effectivement, ça permet de valoriser un peu mieux la production. Mais dans le rayon d'à côté, la banane dollar se vend très bien, avec un argument imbattable, son prix. Voilà la banane, ça c'est la banane premier prix en fait. C'est la banane, là c'est de la banane dollar qui vient de Colombie. Elle est moins chère, la présentation est minimale, voilà. Là ça fait un sachet à 74 centimes. Ah, du coup c'est imbattable là. Pour 4 bananes. Vous suivez à 99 centimes le prix de la banane. Non, on n'y va pas et on ne veut pas y aller. Là personne n'en vit en fait. Donc voilà. Bon maintenant ça représente je ne sais pas combien de pourcents de leur vente, mais en tout cas nous on veut pas rentrer dans ces segments-là, parce que c'est pas là où on arrive, nous, à valoriser le travail qu'on fait avec nos producteurs. Donc il faut vraiment qu'on arrive à se démarquer de ça. On est prêt à prendre ce combat du social, de l'environnemental. On n'a pas peur de ça. Miser sur le respect de l'environnement, un argument nouveau pour la banane française de Guadeloupe et Martinique. Car les Antilles reviennent de loin. Les pesticides utilisés dans les plantations de bananes sont-ils à l'origine d'un désastre sanitaire aux Antilles? Le taux de cancer de la prostate y est le 2e plus important au monde. Les bananeraies aspergées de pesticides, une catastrophe sanitaire et écologique s'abat peut-être sur les Antilles. C'était en 2007.
À l'origine du scandale, un insecticide ultra toxique, la chlordécone, utilisé en Martinique et Guadeloupe pendant plus de 20 ans. Ce produit a gravement contaminé les sols, l'eau potable et les habitants, provoquant une explosion du nombre de cancers de la prostate. Suite au scandale, les producteurs des Antilles ont été contraints de changer de pratiques agricoles. En moins de 10 ans, ils ont réduit de moitié la quantité de pesticides utilisés. Aujourd'hui, la banane française est cultivée avec 5 à 10 fois moins de produits chimiques qu'en Amérique centrale. Mais elle est plus chère. Alors pour se différencier de la banane dollar, Philippe Ruel, le PDG de Fruits d'Or, a décidé de tout miser sur le marketing. La banane française face à la banane dollar. Là, on est clairement identifié en fait sur le bon goût de nos régions. C'est de la petite banane pour enfants. La difficulté du rayon banane, c'est que c'est un rayon qui y a de la banane toute l'année, toutes les semaines. Et donc le consommateur est habitué finalement à voir ce produit dans les rayons toute l'année, toutes les semaines. Et il n'y a pas de la banane de Noël, la moisson de la banane, etc. La banane primeur, ça n'existe pas. Donc du coup, il faut que ce rayon vive. Et donc, soit il vit par des promotions de prix, et ça ne nous intéresse pas, soit il vit justement par de la segmentation, où on apporte des nouveautés, où on met de la couleur, où on interpelle le consommateur. Sachet fraîcheur, emballage individuel avec partout le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, pour rappeler son origine et justifier son prix. De Guadeloupe et Martinique, pour les Français, c'est une destination de vacances. On sait que c'est des régions françaises, mais une banane produite en Guadeloupe et Martinique, on ne fait pas forcément l'association avec produits français. Et c'est ça notre combat, c'est de dire attention, vous achetez une banane, c'est un produit français. Il faut vraiment qu'on interpelle le consommateur pour lui dire choisissez votre banane. Vous choisissez dans plein d'autres fruits et légumes ou de la viande, vous choisissez de la production française parce que ça vous raccroche au respect de valeurs sociales ou environnementales, etc. Choisissez votre banane. Choisir de payer une banane plus chère, rendre le consommateur responsable, c'est le nouvel argument de vente. Mais peut-on aller encore plus loin ? La vendre encore plus cher, mais avec une promesse forte, une banane sans aucun pesticide et qui respecte les producteurs. C'est la tendance dans les rayons, la banane éthique. Elle coûte 25% plus cher et surprise, la banane bio et équitable représente déjà plus de 10% des ventes et des profits croissants. Quelle est la clé de ce succès ? Le consommateur a-t-il raison de faire ce choix ? Nous sommes allés en République dominicaine, là où se niche la banane éthique. L'île des Caraïbes bénéficie d'un climat chaud et sec, idéal pour la banane. Avec moins d'humidité, donc moins de maladies, elle pousse plus facilement qu'ailleurs. Les planteurs de l'île ont décidé de miser sur le bio et l'équitable, après des années de culture de bananes classiques. Aujourd'hui, ils font figure de modèle. Une fois par an, Nicolas Léger, le responsable fruit du label équitable néerlandais Max Havelaar, vient voir les avancées sur le terrain. Là, on est vraiment effectivement au cœur de la production, je dirais alternative, puisque voilà, on a une banane qui est à la fois culture biologique et aussi commerce équitable, donc c'est un peu le must de la banane. Montrer qu'une autre banane est possible, chez Max Havelaar aussi, on sait faire du marketing. Nicolas vient repérer de nouveaux producteurs. Comme Victor Espinal, il vient de se convertir. Fini les pesticides. Regarde comme la terre est plus saine. Elle est meuble. Avant, avec les produits chimiques, elle était dure. Maintenant, on peut la prendre dans la main sans risque. Les sacs plastiques qui protègent les régimes sont toujours là. Mais ils sont blancs, biodégradables et imbibés d'insecticides naturels. Pas d'épandage, l'engrais est naturel lui aussi. Ça prend beaucoup de temps de passer de la banane conventionnelle à la bio.
Ça prend 3 ans environ. Il faut arrêter totalement de mettre des produits chimiques. Pendant ces 3 ans, même si on n'utilise que des produits naturels, on doit quand même vendre notre banane au prix de la banane toxique. On est contrôlé sévèrement et ensuite seulement on peut avoir le label bio. Bien sûr, ça coûte cher de se reconvertir, mais ensuite, on vend notre banane plus cher. La banane bio va me rapporter beaucoup plus. Et l'argent, c'est le meilleur argument pour changer les choses. À l'heure actuelle, on a du mal justement à trouver suffisamment de bananes bio pour répondre à la demande en France. Donc plus il y aura de producteurs comme ça qui passeront du conventionnel au bio, plus il y aura de volume et plus ça permettra aussi de répondre à cette demande. Les producteurs se laissent facilement convaincre, car les insecticides bio sont efficaces et surtout beaucoup moins chers que les produits chimiques classiques. Ils peuvent les fabriquer sur place. Ça, c'est pour lutter contre les insectes qui attaquent la banane. Et je le produis moi-même, avec des plantes, beaucoup d'ail, de piment, et ça ne me coûte quasiment rien. La banane bio reste plus chère à produire que la banane traditionnelle. C'est ce qui garantit sa qualité. Pour résister à la pression des grandes surfaces qui ne cessent de baisser les prix, les producteurs ont aujourd'hui une sécurité, le prix minimum garanti. Malgré les aléas du marché, ils sont protégés par ce prix minimum garanti. Même si un distributeur veut essayer de casser les prix, il ne pourra jamais descendre en dessous de ce prix. Donc c'est quand même pour eux, c'est un filet de sécurité. Fini les produits chimiques dans les plantations et les ouvriers contaminés. Mais les conditions de travail restent dures. En République dominicaine, la pauvreté n'a pas disparu. Les salaires sont faibles et les travailleurs, majoritairement des Haïtiens immigrés. En compensation, les coopératives qui ont le label équitable obtiennent une prime sur chaque carton. 1 € est reversé directement aux petits producteurs. Grâce à elle, en 2014, 7 millions d'euros ont servi à financer des bourses universitaires pour les enfants, des centres de santé et des écoles. Hola Gustavo, ¿qué tal? Los tiempos. Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Le financement de votre école est bien pris en charge par la prime équitable? Oui, presque à 100%. Grâce à la coopérative qui paie même le salaire d'une institutrice. Hola, ¿cómo están? Qui a des parents qui cultivent des bananes ici? Et qui veut devenir cultivateur de bananes? Moi, je veux devenir docteur. Ici, la coopérative a dépensé plus de 25 000 € ces 2 dernières années. 20 000 autres l'année prochaine pour construire une nouvelle salle de classe. La région est en train de revivre. Chose incroyable, même les abeilles ont fait leur retour dans les plantations. Thermomètre de biodiversité, elles avaient disparu avec l'application massive des agrotoxiques. Un succès pour la République dominicaine et pour les consommateurs de bananes responsables. Mais ces petits producteurs vont-ils faire le poids face aux multinationales? Car la banane dollar continue d'envahir le monde. Toujours plus rentable, tellement rentable même qu'elle s'est mise à attiser la convoitise des grands acteurs de la finance mondiale. En temps de crise économique, la banane est devenue une valeur sûre dans laquelle investir et spéculer, au même titre que n'importe quelle matière première. La banane s'est transformée en un produit financier ultra rentable qui affole les bourses du monde entier. L'année 2014 a été rythmée par les tentatives de rachat, de fusion, de prise de contrôle agressive, jusqu'au coup de théâtre. 2 milliardaires brésiliens ont décidé de racheter Chiquita, le leader de la banane, Cutral, un producteur de fruits, et Safra, un banquier d'affaires. 2 milliardaires brésiliens, un industriel et un banquier. Des personnalités secrètes et sulfureuses qui achètent Chiquita, le géant mondial de la banane, pour plus d'1 milliard de dollars, le double de sa valeur. Nous avons voulu en savoir plus sur leur motivation
Les Safra, une famille de banquiers à la réputation douteuse. Joseph Safra, c'est le banquier le plus riche au monde. 20 milliards d'euros de fortune personnelle. Mais la famille cultive le silence, ne publie jamais ses comptes et protège l'identité de ses riches clients. Son fondateur, Edmond Safra, a bâti un empire bancaire en 50 ans. Georges Hugeux est un grand banquier d'affaires, ancien vice-président de la Bourse de New York. Il est l'auteur de plusieurs enquêtes sur l'éthique bancaire. Il connaît bien le parcours de la famille Safra. Edmond Safra est mort à Monaco dans des conditions extrêmement douteuses, mais comme toujours, on n'a jamais su exactement le fond de l'affaire. Je sais que le nom de Safra a toujours eu un nom de soufre. Le mystère, c'est comment ont-ils démarré? Comment ont-ils trouvé l'argent, j'allais presque dire, du premier milliard? On ne connaît pas la source de la fortune. On leur a reproché d'avoir de l'argent de la mafia. Le véritable problème de toutes ces affirmations-là, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas apporté la preuve, je ne sais pas vraiment exactement quelle est la source de ces rumeurs. Ceux qui savent ne sont pas nombreux. Un banquier mystérieux qui a réussi à s'emparer de Chiquita, la plus grosse multinationale de la banane. Pourtant, la banque Safra était citée dans les scandales financiers Madoff et HSBC et poursuivie au Brésil pour évasion fiscale. Mais alors, pourquoi ces banquiers de l'ombre s'intéressent-ils à la banane? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les 4 ou 5 grands domaines d'investissement, tout ce qui touche à la nourriture est en train de devenir extrêmement stratégique. Que va faire Joseph Safra? Il va certainement exploiter cette position dominante. On n'achète pas au prix où il a payé une entreprise qui a une part de marché aussi importante si on ne compte pas exploiter cette position. Qui va être la victime? Est-ce que ce sont ceux qui récoltent les bananes ou bien est-ce que ce seront les consommateurs comme vous et moi qui allons payer nos bananes plus chères? Nous verrons. Une partie de la réponse se trouve au Brésil, chez l'associé de la famille Safra, le milliardaire José Luis Coutral, le nouveau propriétaire de Chiquita. Il a bâti sa fortune dans la région agricole de São Paulo, grâce à un autre petit fruit. Il contrôle un tiers du marché mondial de jus d'orange. Pendant plusieurs mois, nous avons sollicité une interview, sans succès. Le milliardaire ne répond jamais à la presse. Son entreprise ne publie aucun résultat financier. Ici, il possède presque tout. Des milliers d'hectares d'orangers, des centres commerciaux, des hôtels, des stations-service. La famille Coutral a presque tout racheté. Mais le milliardaire fait face aujourd'hui à plusieurs accusations pour formation de cartel avec les autres entreprises du secteur. Ils sont accusés, ensemble, d'avoir fait baisser le prix de l'orange pour pousser les petits producteurs vers la faillite et racheter leurs terres à bas prix. Ce milliardaire va-t-il appliquer à la banane les méthodes qui auraient fait son succès et qu'il est soupçonné d'avoir utilisées dans l'orange? Constitué de solides dossiers sur lui, nous avons pu y avoir accès. Grâce au procureur Marcos Vinicius, 46 ans, il enquête sur la famille Coutral pour le parquet de São Paulo. Pour que vous ayez une idée de la quantité de travail que l'on a ici avec les Coutral, regardez bien. Je vais taper Coutral dans notre système interne. Et voilà la liste des dénonciations faites contre lui. Chacun de ces numéros, c'est une enquête, une dénonciation que l'on a reçue. Regardez, ça ne s'arrête pas. Et il y en a tellement que ça a l'air sans fin. Près de 400 dénonciations pour abus du droit du travail et emploi d'ouvriers dans des conditions inhumaines et dégradantes. Coutral préfère payer des avocats pour gagner du temps. Il fait appel de chaque décision. Voici une vidéo que je viens de recevoir d'un enquêteur sur le terrain.
Là, ce sont les travailleurs migrants qui viennent du nord du Brésil. Vous dormez à combien ici? 16, c'est bien ça? 16? Regardez, monsieur, on dort par terre sur des matelas, on nous donne que des œufs pour manger. Et ça, regardez, des biscuits. C'est tout ce qu'on a à manger. On a faim. Vous trouvez pas ça révoltant? Ça, avec le fait que les conditions de travail sont extrêmement dures, pour moi, c'est du travail d'esclave. J'espère qu'il ne va pas adopter ces mêmes méthodes dans la culture de la banane, car son principe, c'est réduire les coûts partout. Et ça va faire des ravages dans les plantations. Et les travailleurs vont voir leurs droits bafoués. Les petites mains de la banane ont du souci à se faire. La banane est de moins en moins chère et dans les plantations, les rendements toujours plus élevés. Jusqu'où ira cette course à la rentabilité? Quelle banane choisirez-vous? Moi, je m'en